Il y a des problèmes de couple qui sont insolubles. J'ai de la misère à répondre aux demandes. Être conscient de ses attentes, ça veut pas dire pas avoir de demandes. Pourquoi j'accepte ça si facilement de porter la colère de l'autre? Ta colère, je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas bonne pour moi. Ces attentes devenaient comme mes priorités. Ce n'est pas l'amour qui maintient deux êtres ensemble dans la durée. C'est la qualité de la relation. La vie à deux n'est pas toujours facile. L'un des principaux obstacles sur lesquels butent les couples est celui de la communication. Il y a longtemps que je voulais faire un document sur ce thème. Et comme mon ami Jacques Salomé venait au Québec, j'en ai profité pour l'inviter à co-animer un atelier avec moi sur ce sujet. Très bien. Bienvenue. C'était un bon vol? Parfait. Pas trop fatigué? L'air en pleine forme. Avec l'aide de nos invités, nous espérons présenter quelques pistes de réflexion, de compréhension et même de solutions par rapport aux nombreux pièges qui parsèment la vie à deux. Car, en définitive, comme vous le verrez, il représente autant d'opportunités pour apprendre quelque chose sur l'autre et sur soi. Parfois, la communication est difficile. J'ai l'impression qu'il existe une autre façon de faire, plus satisfaisante. Je ne veux pas déplaire à personne. J'aimerais bien apprendre aussi à ne pas recevoir les colères des autres. Comment me protéger, comment ne pas être blessé. Ce qui m'a emmené à cet atelier, c'est la difficulté à exprimer mes vrais sentiments et mes émotions. L'amour que Gilles et moi partageons est bien unique. À travers nos hauts et nos bas, notre communication s'est grandement améliorée. Malgré cette amélioration, il y a souvent des moments où je ne me sens pas entendue. Je sais que j'ai à me responsabiliser envers moi-même, car je mets souvent les besoins des autres avant les miens. Alors nous, comment on va s'y prendre dans notre atelier par quel chemin on va prendre? On va faire un résumé un petit peu du chemin qu'on va prendre pour... Alors, dis-moi. Donc, on a sélectionné une douzaine de personnes, on les a rencontrées et on en a choisi une dizaine et c'est ces gens-là qu'on va rencontrer qui font l'atelier avec nous. Donc, ils sont très interpellés par le sujet, ils sont très avertis, ils sont déjà très préoccupés des questions autour de la communication. Donc, ils sont en demande par rapport à ça. Certains ont fait un beau cheminement déjà. Je dirais que c'est moitié-moitié dans notre groupe. Je crois manquer de profondeur dans mes dialogues et dans mes réponses. J'aimerais apprendre à laisser plus de place à mon cœur, me définir par rapport à mes sentiments et mes émotions, surtout être à l'écoute. Je suis consciente que je suis une personne dépendante et qu'il y a beaucoup d'attentes envers moi-même et donc envers les gens qui m'entourent. Et ça m'amène à vivre beaucoup de déceptions. C'est aussi parfois difficile de communiquer de la bonne façon avec mon conjoint. Mais je crois que ce sont mes attentes et mes déceptions qui m'amènent à attaquer et ça brise la communication. Qu'ils apportent les situations. Oui. Et moi, je les fais travailler avec mes outils et Oui. de façon à les... C'est ça la finalité, tenter de les responsabiliser et puis de leur permettre de prendre des positions plus claires. Moi, je ne fais pas de morale. Une des choses que j'ai apprises auprès de Jacques Salomé est que tomber en amour et entrer en relation, ce sont des choses bien différentes. J'ai aussi appris que dans une relation, on est toujours trois. Soi-même, l'autre, et la relation en tant que telle. D'ailleurs, Jacques Salomé a créé des objets symboliques pour rendre ses messages de plus en plus clairs. Ils vont de la simple écharpe à la valise remplie d'objets, en passant par les écriteaux. Et vous verrez ces objets apparaître tout au long de ce document. On va d'abord se présenter, mais avant tout, je vais vous présenter Jacques Salomé. Je dis souvent, c'est un de mes pères spirituels. Au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est un sociologue des communications, un psychosociologue des communications. Ça fait 25 ans qu'il joue ce rôle sur le terrain de la France et maintenant au Québec, de vraiment tenter d'éclairer les gens sur les nécessités de la communication, les écueils de la communication, mais aussi les richesses qu'on peut trouver dans la communication. C'est quelqu'un qui a travaillé sur la relation avec soi, la communication avec soi, et la dimension de la communication dans le couple. Alors, je suis très heureux de l'avoir avec moi parce que je ne pense pas qu'on pourra avoir un spécialiste mieux aguerri
pour traiter des problèmes que nous, on veut traiter aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux rajouter. Ça. Pas du tout, tu as parfaitement résumé que j'étais un infirme de la communication avant de devenir un spécialiste. Mais ça, c'est pas moi qui peux le dire. Regarde mes cheveux blancs. On enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. Oui, c'est vrai dans mon cas aussi. Quand j'ai eu des enfants, je me suis comme investie beaucoup. Donc, mon couple s'est tranquillement éloigné. Je me laisse emporter par mes émotions. J'ai de la misère à les gérer, à les contenir puis à m'exprimer calmement. J'ai pas nécessairement appris à extérioriser. J'ai plutôt appris à intérioriser mes émotions, mes sentiments. Je trouve que c'est une éducation qui est difficile d'arriver à dire ce qu'on ressent en tant qu'homme. Puis que l'autre comprenne aussi. Oui. Je communiquais pas parce que j'avais peur de perdre ce que j'avais autour de moi. J'arrive pas à dire les choses au bon moment. Donc, j'accumule, puis là, ben, je saute. Fait que, mettons que c'est pas agréable. C'est un modèle de gars, on est fait un peu sur le modèle inhibition-explosion. On inhibe, puis ça saute. Ouais. On parle beaucoup dans mon couple, mais souvent, on parle sans arriver vraiment à résoudre le problème en tant que tel. Ce qui me surprend, c'est qu'après presque 17 ans ensemble, c'est qu'il y a des sujets que je me sens encore gênée. Tandis que d'autres, aucun problème, ça va bien. Mon conjoint est plus du style le presto saute et moi, je reçois le presto. Donnez-nous un exemple d'une des choses que vous trouvez difficile à aborder. Ouais, par exemple, quand c'est l'heure du dodo avec ma fille, il faut discuter des choses de l'éducation avec nos enfants. Il faut discuter ça entre parents. En vieillissant aussi, nos valeurs peuvent changer, nos projets de vie, nos rêves et tout ça. Et sur ces choses-là, qui, d'après moi et d'après lui aussi, sont essentielles, on n'arrive pas à trouver du temps pour en parler. Et il y a le danger de se perdre de vue, j'imagine, à un moment donné, là, à travers tout ça. Alors, vous ne voulez pas que ça arrive? Oui, c'est ça, parce qu'on est toujours en amour, on veut rester ensemble. Mais... Je pense qu'en tout cas, pour avoir lu les recherches, la plupart des gens qui sont ici, c'est un trait commun qu'on retrouve. On est en amour, on veut pas se perdre, mais on a des difficultés de communication. Comment est-ce qu'on fait pour rester ensemble? C'est ça le message que j'ai entendu, qui était assez commun. Et ce que je trouvais beau là-dedans, c'est qu'il y avait toute cette volonté-là de l'amour qui était encore là, que je trouve extraordinaire. Alors, on va essayer effectivement avec Jacques de trouver comment est-ce qu'on fait fertiliser ces amours-là. Alors, je voudrais te demander de réagir d'abord à ce que tu entends dans un premier temps. Eh bien, en écoutant ce qui vient d'être dit, moi, j'ai entendu toutes les difficultés de la communication en couple. Voilà, c'est-à-dire la difficulté à dire le ressenti, les émotions chez les hommes, alors que les femmes, c'est le langage privilégié. Ici, les hommes parlent plutôt. Ici, au niveau des idées de la tête, les femmes parlent plutôt dans l'ordre du ressenti, des émotions, et ce décalage est très important. J'ai entendu également le fait que, et ça c'est important de le dire dans un couple, qu'au fond, le couple c'est un des lieux possibles pour que les besoins relationnels soient entendus. C'est comme si on donnait implicitement à l'autre la mission de dire « tu dois entendre mes besoins relationnels », besoin de se dire, besoin d'être entendu. Donc, j'attends de toi, ma chérie, que tu m'entendes. Sauf qu'elle n'est peut-être pas nécessairement prête à m'entendre. Mais c'est mon besoin. Alors, je me place implicitement en dépendance parce qu'elle devrait me répondre, mais je ne t'ai pas épousé pour répondre à tes besoins. Qu'est-ce que c'est qu'une relation vivante dans un couple? Enfin, ça, c'est ma mythologie à moi. Je considère que, de même que l'école, la famille, le monde du travail, le couple, c'est un lieu de vie dans lequel les besoins relationnels de l'un et de l'autre devraient trouver des réponses. Voilà, c'est ma grande thèse. C'est-à-dire, parce que je découvre effectivement, quand je discute avec les membres de couple, ou quand je me souviens de mon propre vécu, que les besoins relationnels n'étaient pas entendus et que c'est ça l'origine des frustrations dont besoin de se dire, d'être entendu, d'être reconnu, mais d'être reconnu dans toutes les dimensions. Voici, mettons, ma partenaire, et voici, par exemple, sa demande. Nous allons voir ici l'utilisation d'un premier objet symbolique, l'écharpe. Entre les deux membres du couple, elle représente le tiers, soit la relation elle-même. Supposons qu'elle ait cette demande-là, que je m'occupe plus souvent des enfants. Il ne faut pas que je confonde la personne et sa demande. Supposons que pour des enjeux qui sont chez moi,
je ne me sens pas habilité à m'occuper des enfants, je ne me sens pas compétent. Donc, je ne vais pas répondre à ta demande, ma chérie. Mais Je vais être frustrée. Oui, mais il faut que tu puisses entendre que quand je dis non, c'est à ta demande, c'est pas à toi. Règle d'hygiène relationnelle, ne pas confondre la personne et le comportement. Nous allons maintenant aborder une première règle d'hygiène relationnelle. Ne pas confondre la personne et son comportement. Et même ne pas confondre la personne et la demande qu'elle me fait. Voilà un exemple de couple classique. Hein? Vous représentez mon désir sexuel. Redressez-vous. Vous voyez que c'est un désir assez important. Un grand désir, hein? Supposons que ce soir, elle n'ait pas le même désir. Alors elle me dit non. Je suis frustré, bien sûr, mais il faut que j'accepte d'entendre que ce n'est pas moi que tu rejettes, que ce qui n'est pas bon pour toi ce soir, c'est ça. Ne pas confondre la personne et le désir. Confondu, moi j'ai l'impression, quand j'avais du désir pour elle, qu'elle ne voyait que mon désir. J'ai entendu dire au téléphone une fois, ouais, il pense qu'à ça, c'est un obsédé. Ça m'avait blessé parce que je veux pas être réduit, être vu uniquement parce que j'ai du désir. Alors je boudais, je me tournais dans le lit, je faisais le cirque, et ça l'a blessée profondément parce qu'elle se sentait rejetée. Elle se sentait rejetée parce que moi je me sentais rejeté puisque je m'identifiais à mon désir. Je suis pas que ça, je suis bien autre chose. Oser demander et en même temps prendre le risque de la réponse de l'autre, parce qu'autrement c'est pas une demande, c'est une exigence, et c'est comme ça que débute ce que moi j'appelle le terrorisme relationnel. Ce n'est pas l'amour qui maintient deux êtres ensemble dans la durée, c'est la qualité de la relation. Et alors le paradoxe, c'est que... On va répéter ça, répétons ça. Et oui, ça, il faut le dire. C'est l'amour ou les sentiments que vous avez pour moi, que je peux avoir pour vous, qui va nous réunir, qui va faire qu'on va se rencontrer. Ça, c'est la rencontre amoureuse. Mais la relation de couple, c'est un scandale presque d'oser le dire. Elle n'est pas fondée sur les sentiments. Elle est fondée sur la qualité de la relation. J'appelle ça d'ailleurs... Il y a deux étapes. Quand j'enseigne, par exemple, que nous sommes toujours trois dans une relation, l'autre, moi, et la relation qu'il y a entre nous. Et que quel que soit l'amour que j'ai pour elle, quel que soit l'amour qu'elle a pour moi, c'est le nourrissement, j'utilise ce mot, le nourrissement de la relation. Alors ça suppose d'oser se dire et de ne pas attendre implicitement que l'autre nous entende sans qu'on ait besoin de dire. Quand j'étais marié avec elle au siècle dernier, moi, je n'osais pas me dire. Mais j'imaginais que si elle m'aimait, elle devait entendre mes demandes sans que je les fasse. Ce qui fait qu'ensuite, je lui reprochais de jamais entendre les demandes que je ne faisais pas. Ce qui m'a le plus éclairé, là, c'est vraiment l'écharpe relationnelle. C'est incroyable, là, et je l'applique à plein de niveaux. On s'occupe d'une relation à la fois, c'est certain. On ne peut pas s'occuper du bout de l'autre. Alors, c'est pareil. Si je regarde une relation entre mon conjoint et moi, je peux pas m'occuper du bout de l'autre. Je peux pas m'occuper de le changer. Je pourrais jamais le changer. Si lui veut changer, il va changer. Mais moi, par exemple, ce que j'aime pas, je peux le changer. Ça m'appartient, c'est mon bout. Et ça, c'est bien clair pour moi maintenant. Vous êtes prêts à ce jeu-là? Nous sommes enfermés dans nos façons de parler. Jacques Salomé nous invite maintenant à nous exprimer au « je » et à s'occuper de bien formuler nos demandes plutôt que de se plaindre du manque d'écoute de l'autre. Communiquer toujours au « je », c'est un des grandes... C'est toi qui as introduit ça. Communiquer sans poser de jugement sur l'autre, sans l'étiqueter, c'est difficile. Dans une culture judo-chrétienne, le jeu est haïssable. Je me souviens toujours ma mère qui me disait « mais c'est obscène de dire « je ». Ça m'avait serré le cœur. Et c'est vrai, bien sûr, c'était pas permis de penser à soi pour nos mères. On était je me rappelle de ça quand j'étais jeune aussi. On était égoïste. Il faut penser aux autres. Quand on ose poser une question, OK, il faut s'attendre que peut-être, comme vous avez dit, la réponse fera peut-être pas notre affaire. On peut aller dans une situation concrète avec elle? Oui. Vous voulez venir? Oui. Donc, symboliquement, prenez votre partenaire. C'est un symbole. Okay. Voici mes... Alors, mais ça suppose ceci. Ça suppose de découvrir que nous sommes toujours trois dans la relation. L'autre, vous
et la relation. La relation, c'est un canal sur lequel passent des messages. Hein. Si j'ai bien entendu, vous avez le besoin ou la demande d'être entendu. Oui, c'est ça. Je symbolise votre demande. La voilà. Elle est bien chez vous. Mais on ne prend pas soin de la demande. On met l'autre en accusation. Tu ne m'écoutes pas. Tu n'es jamais là. Je ne peux pas discuter avec toi. Venez ici. Autrement dit, voici, mettons, l'écoute qu'on attend de l'autre. Mais pour des raisons qui lui appartiennent, il ne l'a pas. On disqualifie beaucoup la non-écoute de l'autre. Mais qui c'est qui a besoin d'être entendu? C'est moi. Alors je vous invite à vous occuper de ça. Ça symbolise votre demande d'être entendu, plutôt que de faire la guerre à la non-écoute de l'autre. Mais si on va dans votre situation concrète à vous, comment vous formuleriez ça? En mots concrets? Oui, vous, dans votre vraie situation. Ben, si, admettons, je lui demande ça te tenterait-tu de venir voir un spectacle ce soir? OK. Puis qu'il me dit non, ben non, ça me tente pas. J'aime, comme on a dit, j'aime pas ça, mais ça t'empêche pas d'y aller. Franchement, là, je vais dire, ben pourquoi qu'il est avec moi? Tu sais, si ça ne tente pas de faire les affaires, les mêmes affaires que moi, ça te donne quoi, là, d'évoluer dans ce sens-là? Fait que je vais avoir tendance à me replier. Il me semble que vous oubliez quelque chose de fondamental. Oui, c'est que... Alors, on va enlever ça, par exemple, pour laisser que votre partenaire, parce que c'est un tout autre problème. C'est qu'une vie de couple, c'est le partage d'une double intimité. Une intimité commune et partagée. Autrement dit, il y a des choses, mon chéri, que j'ai envie de vivre avec toi et que je vais faire avec toi, intimité commune et partagée, intimité personnelle et réservée. C'est la cohabitation de ces deux intimités qui rend le couple vivant, dynamique, alors que si il n'y a pas d'intimité personnelle, que c'est l'intimité commune qui recouvre le tout, il y en a un des deux qui étouffe. Oui. Parce qu'il se sent contrôlé ou il se sent envahi par l'autre. Vous, apparemment, vous avez le mythe, si j'ai entendu entre les lignes, Anne, qu'il n'y a qu'une intimité commune, on doit faire les choses ensemble. Ben, ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est peut-être parce que je m'identifie trop à l'autre aussi, je devrais peut-être plus centrer mes besoins, puis... Qui c'est qui a le désir d'aller au théâtre? C'est moi. je change de symbole. Voici votre désir. C'est ça. Je vous invite vraiment à vous en occuper. OK. Mais vous on êtes... se sent pas coupable? On n'a pas besoin de se sentir coupable là-dedans? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous avez deux désirs. Voilà le deuxième. Venez, c'est symbolique. Vous avez en fait deux désirs. Le désir d'aller au théâtre et le désir d'y aller avec lui. C'est à vous de négocier à l'intérieur de vous quel est le désir le plus important. Okay. Aller au théâtre, à ce moment-là, si tu me dis non, je respecte ce désir-là et je vais au théâtre. Ou si c'est mon désir de passer la soirée avec lui, qui est le plus important, c'est moi qui renonce à ce désir, parce que ce désir de passer la soirée avec lui est plus important. Okay. Alors bien sûr, si vous décidez que c'est ce désir de passer la soirée avec lui, il faut lui dire, j'ai renoncé à aller au théâtre, parce qu'au fond, mon désir, le plus important entre aller au théâtre et passer la soirée avec toi, au théâtre de préférence, c'est quand même de rester avec toi. J'ai renoncé à aller au théâtre. Le fait de demander clairement, puis d'expliquer ce que je veux, où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, au lieu d'y aller plutôt du côté des non-dits, l'exprimer. Des fois, les deux désirs sont aussi forts. Elle voudrait être avec son conjoint et au théâtre. Puis c'est peut-être ça qui fait qu'on persiste. On continue à discuter, puis on continue à vouloir essayer de tourner. Mais je vous le montre, alors revenez. Je veux absolument que ça soit... J'entends bien. aller au théâtre avec lui. Oui. Non, continuez, c'est bon, c'est bon. C'est ça. Et aller au théâtre et avec lui. Elle veut tout. Oui. Sauf que vous êtes là dans ce que moi j'appelle la toute-puissance infantile. Tout. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que la relation de couple? C'est que ça nous fait régresser. Ça nous renvoie à l'époque où vous aviez entre 0 et 3 ans à peu près, c'est-à-dire où vous n'aviez qu'une maman. La maman, c'est celle qui donne. Maman, je veux une glace. Oui, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Tout. Toc, 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 toc. Elle vous donne de la glace. Mais il se trouve que 30 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, quand on rencontre un partenaire amoureux, et ça marche dans les deux sens, on voudrait
qui rentre dans tous nos désirs. Vous voyez, il y a une sorte de régression implicite on le dit d'ailleurs, si tu m'aimais, tu me ferais cet enfant. Si tu m'aimais, tu viendrais chez ma mère. Si tu m'aimais, tu viendrais au théâtre avec moi. Mais ce n'est qu'une survivance de cette toute-puissance infantile. Mais vous n'avez pas une maman devant vous, ou un papa. Vous avez un adulte qui va vous dire un jour, je ne suis pas là pour répondre à tous tes désirs, à tous tes besoins. Il y a des choses qui ne se règlent pas dans la communication avec l'autre. Il faut aussi accepter qu'il y a certains problèmes qui ne peuvent pas se régler dans le couple. Mais oui, parce que je suis passionné de football et ma passion, la mienne, est en rivalité avec elle. Oui. Elle va tenter de me détourner. Elle va à l'échec. Je resterai et je mourrai passionné de football. Et d'une certaine façon, je donnerai la priorité au football et en même temps, je réclame qu'elle reste proche de moi parce que ça me donne suffisamment de sécurité pour vivre ma passion. C'est ça le paradoxe. Donc, ce que tu dis, c'est avoir le courage quand il y a des choses irréconciliables, d'avoir le courage de les vivre seul, au fond, de dire, bon, ben ça, c'est mon truc à moi, puis voilà, c'est ma limite. Il faut que... Je suis dans le renoncement, mais pas renoncement d'émission, renoncement choix. C'est un choix, voilà. Je ne vais pas me mettre en compétition avec le football, le tennis ou sa passion de la montagne, parce que c'est insoluble. Il y a des problèmes de couple qui sont insolubles. Saviez-vous que vos désirs peuvent être terroristes? Et que ça se produit à chaque fois qu'une de vos phrases commence par « j'aimerais bien que ». Intriguant, n'est-ce pas? Mais quand même, si on vient à la notion de couple, c'est comme l'affaire que tu dis 1000 fois à ta partenaire ou à ton partenaire. Et je comprends pas qu'il ne l'ait pas enregistré encore, qu'il n'ait pas changé son comportement. Ah non, mais ça, il va au casse-pipe. C'est ça. Ça, c'est le... Alors, on va en parler. C'est le désir sur l'autre. Oui. Le désir sur l'autre, il est voué à l'échec. Je ne peux pas avoir un désir. J'ai un désir vers toi que c'est vrai que tu puisses manger sans faire de bruit. Ça, c'est un désir vers toi. J'énonce mon désir, mais le désir sur l'autre, tu devrais manger. Ça, c'est un désir terroriste. Et dont l'autre se rebelle, et c'est la guerre de tranchées. Il va toujours manger. Il faut accepter que nos désirs ne sont pas tout puissants. C'est impressionnant, là, les attentes que je peux avoir envers lui. Je réalise ça. Là. Moi, je pensais que c'était normal dans un couple de... Ben là, on vit ensemble, il faut qu'il me fasse plaisir des fois, là. J'aimerais ça, des fleurs, j'aimerais ça, les attentes, là. Mais non, c'est ça, c'est à moi, ça part de moi. Puis le jour où j'aurai plus d'attentes, je pense que je vais l'apprécier en tabarouette qui me donne. Mais je pense que on peut travailler avec ça, là. Ce que Jacques veut dire, c'est que être conscient de ses attentes, ça ne veut pas dire pas avoir de demande. C'est des choses très différentes. À partir du moment où mon attente inconsciente devient une demande consciente que je fais à l'autre en lui donnant la liberté de refuser, on est dans une hygiène là, de couple. C'est ça, Jacques, non? À ce moment-là, quand je fais la demande de dire, bien, j'aimerais ça qu'on se fasse des petits plaisirs, j'aimerais ça qu'on... S'il me dit oui, je veux, mais que ça vient pas... Alors voilà, on a parlé de règles d'hygiène relationnelle. Alors je vous en propose une qui est très importante. Ne plus jamais utiliser l'expression « j'aimerais que ». Parce que dans l'expression « j'aimerais que », c'est comme si vous le laissiez croire, je sais que ce n'est pas votre intention, mais c'est comme si vous lui laissiez croire qu'il aura plus d'amour de vous si il rentre dans votre demande. Et ça, c'est une escroquerie, parce que l'amour que vous avez pour lui, il ne dépend pas. Donc, première règle avec votre partenaire, plus jamais. Alors maintenant, dites une de vos demandes. Je veux que tu m'achètes des fleurs. Je te demande, parce que si vous dites je veux, c'est une exigence. Je veux que tu m'achètes. Vous avez une demande qui vous offre des fleurs. Exemple. Voilà, j'ai beaucoup de goût pour les fleurs. Je te demande de bien vouloir m'offrir des fleurs. Vous prenez le risque de sa réponse. OK. Mais au moins il sait, une fois de plus, que vous avez cette demande-là. Et que ça n'a rien à voir avec l'amour qu'il a pour vous s'il oublie contrairement à ce que vous croyez. Puis en même temps, j'ai l'autre bout qui dit tout le temps que je suis tannée de demander. La question, c'est est-ce que vous demandez vraiment?
Est-ce que vous prenez la peine de demander? Peut-être que je dis j'aimerais. Et que vous le mettez en conflit. Je voulais pas y déplaire. Ses attentes devenaient comme moi des choses que je faisais pour elle, que j'acceptais de faire par rapport à ce qu'elle voulait, justement. Je me mettais de côté, dans le fond. Parce que probablement que je me perdais là-dedans. Donc, ces attentes devenaient comme mes priorités. Le fait aussi de demander, je te demande, ça, on trouve ça difficile. On essaye, mais on se met à rire, tu sais, on trouve ça drôle. Là. Mais ça amène plus de douceur entre nous deux, là, plus d'écoute, parce qu'on le sait que, oups, ça va peut-être être difficile, un peu touché comme discussion. Fait qu'en amenant cette phrase-là comme ça, ben on se met un peu à rire, puis on se prend plus doucement. Quand je suis dans l'ordre de la demande avec la liberté de l'autre de refuser ou d'accepter, on est en train de jouer dans ce terrain-là. On n'est pas en train de se dire on s'aime ou on s'aime pas. Tandis que le risque du « j'aimerais que », c'est que je le pars du « si tu le fais pas, je vais t'aimer moins ». Quand je fais ma demande, je suis pas en train de dire à l'autre « je t'aimerai pas si tu me réponds pas ». Je suis en train de te dire « écoute, on a une relation ensemble. Pour que cette relation-là soit favorisante pour moi, en tout cas, je te demande de m'acheter des fleurs de temps en temps. Ça me fait du bien. C'est quelque chose qui me fait du bien. Mais tu es libre par rapport à ma demande. Et je t'aimerai pas moins. » J'ai reçu des fleurs dans la semaine qui a suivi. S'il nous répond « attends pas, achète-toi-le. Attends pas, après personne, vas-y. » À ce moment-là, il suffit de répéter. Vous lui dites, ça, c'est pas la demande que je t'ai fait. La demande que je t'ai fait, c'est que les fleurs viennent de toi. Tu me dis oui ou non. Mais ma véritable demande, bien sûr que je suis adulte, je pourrais acheter des fleurs, mais c'est pas ma demande. Ma demande n'est pas de m'acheter des fleurs. Ma demande, c'est que je reçoive ces fleurs de toi. Reformuler la demande. Toujours au fond, chacun devient responsable, vous de ce que vous dites, lui de ce qu'il entend. Je te demande, il y a une liberté. Il faut que j'aille poser quelque chose dans la relation qui permet à l'autre aussi une liberté par rapport à nos demandes. Hein? Vous pourriez très bien rentrer ce soir et se dire, écoute, je trouve qu'on devrait s'adresser des demandes, mais qu'on est libre par rapport aux demandes de l'autre. Alors, je pose un terrain qui permet que la demande ne soit pas entendue comme un ordre, mais qu'elle soit entendue comme un désir. Et j'ai des demandes à faire par rapport à ça. Tu es libre, on peut en discuter, on peut les négocier, ces demandes-là. Mais j'accepte de vivre dans cette clarté-là, dans cette lucidité-là. Parce qu'à l'extrême, vous voyez, quand on ose dire « ma demande, c'est que les fleurs viennent de toi », vous pouvez même rajouter « et en fait, ma véritable demande, c'est que tu penses à m'offrir des fleurs, sans que j'ai besoin de les demander. » Alors, vous voyez comment le champ s'ouvre des possibles. Des possibles. L'autre y répond ou n'y répond pas. Mais ça, c'est le risque de toute relation. Ça va même plus loin que ça, parce que derrière ça, c'est la demande, c'est est-ce que tu penses à moi? Est-ce que j'existe pour toi? Ou j'existe pas pour toi? Est-ce que tu es prêt à jouer le jeu, qu'on entretienne ensemble cette relation-là? Et ça veut pas dire qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, là. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on joue ce jeu-là ensemble? Parce que le couple, c'est ce jeu-là ensemble. Si tu n'es pas prêt à jouer à ça avec moi, ben on n'est peut-être pas à la même place, là. C'est ça qui est difficile, en fait. C'est que souvent, on n'ose pas se rendre à cette lucidité-là de la relation. Il nous dit ça doucement, mais c'est confrontant, qu'est-ce qu'il nous apporte ici ce soir. T'es un peu conscient de ça, je pense. Hein, Jacques? J'ai une question par rapport, parce qu'elle disait, je reviens souvent avec soit les mêmes demandes ou j'ai beaucoup de demandes. Donc, si on en met 10 demandes comme ça en arrière de moi, puis qu'il y a 10 ou 9 sur 10 non de son côté, bien, ça se peut que mon amour à moi pour lui diminue un peu. Là, vous abordez un tout autre problème. Oui. C'est que dans un couple, il faudrait le dire au début. Donc, prenez, mettons, votre partenaire. Vous avez des attentes. Prenez vos attentes. Combien? Non, mais vos attentes, elles sont immenses. Elles sont immenses. Voilà, vous avez des grandes attentes. OK. Hein? Vous avez aussi des apports. Vous avez envie d'apporter quelque chose à cet homme que vous n'avez pas envie d'apporter à un autre.
Prenez donc ici quelqu'un qui représente tout ce que j'ai envie de te donner, mon chéri, tous les apports que... Hein, je parle pour vous, prenez vos apports. OK, on va prendre... Voilà, ça c'est vos apports. Et puis vous avez certainement des zones d'intolérance. Voilà, prenez vos zones d'intolérance. Eh bien, vous voyez, elles sont assez grandes. Hein? Aussi, oui. Voilà. Bon, eh bien, tout à l'heure, nous avons commencé l'atelier sur comment passer de la rencontre amoureuse à la relation de couple. Eh bien, quand vous êtes découvert, vous avez été attiré par votre partenaire, lui par lui. Ça, c'est la rencontre amoureuse. Puis à un moment donné, vous, lui, vous avez décidé de vivre en couple ou de fonder un couple. Il faudrait à ce moment-là que vous définissiez vos attentes. Voici, dans la femme que je suis, quelques-unes des attentes que j'ai. Par exemple, que tu n'aies pas d'autres relations avec d'autres femmes. Je souhaiterais être une... Par exemple, avez-vous cette attente-là ou pas? Tout à fait, oui. C'est curieux. Etc., etc. Mais vous avez des apports. Voici, moi, ce que j'ai envie de te donner, et à toi, et que je ne donnerai pas à notre homme. Et puis, j'ai des zones d'intolérance. Ça veut dire que des choses qui risquent de venir de toi, ou des refus, ou des dons, risquent de me blesser. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Trop d'attentes et trop de refus risquent de blesser vos zones d'intolérance. Et lui, pareil, on va prendre 3 personnes, vos attentes, vos apports, vos zones d'intolérance. Et alors, regardez bien, il va falloir que vos attentes se combinent avec ses apports. Que ses attentes à lui se combinent avec vos apports. Mais parfois, ces attentes touchent vos zones d'intolérance, ou ses apports touchent... Il a envie de faire l'amour 10 fois par jour, et c'est peut-être pas votre attente à vous. Ça risque de toucher une zone d'intolérance. Donc il va falloir parler de cela. Pour moi, l'erreur de beaucoup de couples, c'est qu'au début de la relation de couple, ils devaient mieux définir les attentes les plus importantes, les apports et les zones d'intolérance. Dans quelques années, en plus, elles vont changer. Donc régulièrement, il faut une réactualisation des attentes, des apports et des zones d'intolérance. Vous dites de le faire au début, il est trop tard quand ça fait 10 ans ou non, au contraire, on doit le faire. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire maintenant. Le faire régulièrement. Et le faire régulièrement, oui, parce que vous grandissez lui aussi. Et beaucoup de couples, je vais vous dire la cruauté, n'osent pas faire cela parce qu'ils risquent de découvrir que ça ne se combine pas. Et qui vivent parfois depuis 5 ans, 10 ans, avec des attentes qui n'obtiendront jamais de réponse de l'autre, ou des apports qui ne conviennent pas à vos attentes. C'est pour ça que c'est un risque. Osez prendre le risque de mieux se définir. Être en relation, ce n'est pas seulement apprendre à dire, c'est aussi apprendre à recevoir. Les messages positifs comme les messages toxiques. Comment faire, par exemple, pour que la colère de l'autre ne me blesse pas? On va introduire notre deuxième exercice qui est plus sur la communication avec soi, si j'ai bien compris. Hein? Notre deuxième exercice, non, c'est sur les... Tu sais, c'est l'exercice avec la valise, là, les objets qu'on pige. Cet objet-là, qu'est-ce qu'il représente, l'objet qu'on... Il représente ce que la personne veut. C'est n'importe quel objet peut avoir une force symbolique qui n'appartient qu'à la personne qui l'utilise. Oui. Voilà. Jacques, tu nous as apporté une valise qui est pleine d'objets. Alors, comment tu veux jouer avec ça? Vous avez vu que j'ai pris des personnes pour visualiser, mais dans la vie, vous n'aurez pas de personnes. Alors, si vous avez des interrogations, vous prendrez un objet pour symboliser ce dont vous parlez. Peut-être que quelqu'un peut piger, enfin, prendre un objet dans la valise et après ça, se laisser imaginer comment c'est en rapport avec sa situation de couple. Qu'est-ce qui est attiré par un objet de la valise? Ça représente un besoin. Vous auriez besoin d'un cadenas ou... Possiblement qu'il faudrait que j'aille la clé pour l'ouvrir. J'ai de la misère à répondre aux demandes. Même chose pour les enfants. Il y a beaucoup de choses que j'ai comme de la misère, que je repousse tout le temps.
Que ce soit même les tâches de la maison, quoi que ce soit, je me fais souvent reprocher de repousser à demain. Mais vous avez du mal en plus à dire, dans confirmation, j'ai entendu ta demande, mais je ne me sens pas capable d'y répondre. Parce que ça aussi, c'est une façon de répondre, vous voyez. C'est ce qui permet à Nathalie de découvrir qu'elle a quelqu'un devant elle, qui ne répond pas à ses attentes, mais au moins qui s'est défini. Oui, c'est vrai. Ça soulagerait, je crois, Nathalie. Parce qu'elle aurait quelqu'un d'insatisfaisant, peut-être, mais au moins qui sait dire non. Je peux pas pour l'instant. Il y a des fois que je suis tellement pris dans mes affaires que j'oublie l'autre. OK? Puis c'est une chose que Nathalie me demande souvent, que je réponde justement à ses besoins, puis que je fais pas nécessairement. J'ai toujours été portée à écouter les besoins des autres, m'occuper des autres. Et quand j'ai besoin de parler des choses que je vis, souvent j'ai l'impression qu'il était moins présent. Fait que maintenant, je sens qu'il y a une plus grande présence. Quand nous sommes devant un partenaire, je vais dire l'autre, mais puisque nous parlons du couple, on va parler de conjoint, qui nous envoie des messages positifs et que nous sachions les recevoir, parce que souvent, nous ne savons pas recevoir les messages positifs. Ma blonde, je lui dis un matin, « Ah, tu as des yeux qui scintillent comme des étoiles, on dirait un matin d'avril. » Elle me dit, « Ah bon, c'est seulement aujourd'hui que tu t'en aperçois ?» J'ai compris que mon message était tombé entre nous. Donc, il ne suffit pas d'envoyer un message positif, il faut accepter de l'accueillir. Et l'inverse, quand tu m'envoies un message toxique, une explosion de colère qui me fait peur, une disqualification, une dévalorisation, un jugement de valeur, ça blesse la vivance de ma vie. Tu as devant toi quelqu'un de moins vivant. Ça devient énergétivore, ça me bouffe de l'énergie. J'ai des doutes, je n'ai pas de confiance en moi. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que je vaux quelque chose, etc. L'estime de moi en prend un coup dans l'aile, ça baisse beaucoup. Je ne m'aime pas. Et je suis dans le déplaisir d'être. Alors, face à une grosse colère, ça peut être tout simplement de lui dire, regarde, ça c'est ta colère, puis je partage pas ton point. Ta colère, je ne peux la recevoir. Elle blesse beaucoup de choses à moi. Je ne peux la recevoir. Donc quand je suis devant quelqu'un qui me jette une colère sur moi, voici moi ce que je fais. Je fais un pas de côté. Je ne veux pas recevoir ta colère en pleine face, elle me fait mal. Ça, c'est très important pour dire, ta colère, je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas bonne pour moi. C'est aussi de la couverte que je crois que je m'acharne en ce moment, actuellement, à vouloir que ça fonctionne, peut-être à tout prix. Puis... Ben, enfin, moi, je souhaite toujours rester en amour et... C'est la même chose qu'au départ, c'est-à-dire, je suis en amour, j'aime cet homme-là. Est-ce que la qualité de relation qu'il m'offre me satisfait sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme? C'est ça, la question. Je vous inviterai vraiment, chaque fois que vous parlez d'un problème relationnel, d'éviter de penser que ça va le résoudre en vous réfugiant dans l'amour. Un problème relationnel ne se résout jamais par l'amour. Il se résout dans la relation. Tout à l'heure, quand vous avez dit avec la fleur, c'est le choix de l'autre de recevoir aussi. Moi, j'ai eu à apprendre à recevoir. Et il y a encore des moments où c'est que j'ai beaucoup de difficulté à recevoir, que ce soit un compliment, un cadeau, n'importe quoi. Et quand vous avez laissé tomber la fleur, ça fait « Wow, je le sais ». Le fait que j'ai de la difficulté à recevoir... Merci.
Mais je vis un malaise. Voilà, il faut apprendre à mieux recevoir. Et c'est important d'en parler à votre partenaire. Si tu as le sentiment que je ne reçois pas tout ce qui vient de toi, attire mon attention. Il y a 5 grands rôles dans le couple. Oui. C'est quand on a des enfants, hein, des rôles familiaux. Le rôle maman, mère, le rôle papa, père, le rôle époux, épouse, le rôle professionnel et l'ex-petit enfant qui est réveillé. Puisque le propre, ça c'est important de dire, le propre d'une relation de couple, c'est que cette relation de proximité, d'intimité, réveille l'ex-enfant qui est chez nous. Le doudou et le toutou. Mais je pense, si on revenait aux différentes définitions que vous avez proposées, surtout quand on est parent, donc le rôle de mère, de maman, de conjointe, de professionnelle et de petite fille, j'ai tout le temps une part d'inquiétude. Je me rends compte, et avec le conjoint et avec mes enfants, j'ai 2 enfants, que je peux facilement tomber dans le rôle de petite fille. Vous leur demandez d'être une maman. Je veux juste comprendre bien ce que vous dites. Vous voudriez qu'ils soient une bonne maman envers vous. Pour la petite fille que vous êtes. Oui. Je peux demander à ma fille adolescente, dire bon, Sandrine, ça te tente-tu de venir me couvrir? C'est elle qui vient vous border, là. Oui. Elle n'est pas loin de la petite histoire. histoire. Et c'est donc la doudou qui est pas loin non plus. Mettre des mots sur ce que nous ressentons, ce n'est pas mauvais. Elle a le droit, cette petite fille, de réclamer. La question, c'est de ne pas l'imposer aux autres. Ouais. Mais j'ai une autre chose par rapport à ça aussi, c'est que en psychologie, ce qu'on trouve, c'est pas le problème, c'est pas un problème de passer par la petite fille, vous comprenez? OK. C'est que si je suis toujours pris dans la petite fille, ça, c'est problématique et peut même devenir, entre guillemets, un peu pathologique. Ouais. Et c'est là qu'il y a un problème dans le couple, parce que là, je vais engager une fixité. C'est-à-dire que, bien sûr, si je suis dans la petite fille, je suis en train de mettre l'autre dans le rôle de papa tout le temps. Et l'autre, à un moment donné, il n'a pas envie de jouer au papa, il a envie d'avoir une conjointe avec lui. OK? Hein? C'est astucieux ce qui nous parle avec ces symboles, parce que déjà ça me met moi-même en relation avec ma petite fille. Je suis pas pris par elle, je suis pas la petite fille quand je suis en train de faire ça. Je suis en train de dire, je suis avec toi, là, on est d'égal à égal, mais je veux juste te dire que là, la petite fille est très active. En moi, et je le reconnais. Alors, je suis déjà en relation avec elle. La personne qui voit la petite fille n'est pas la petite fille. C'est vous. C'est ce que vous êtes maintenant. Ben, merci. Merci. Non, ne me remerciez pas, le boulot est à faire. Moi, je voudrais revenir peut-être pour arriver vers la conclusion et vers quelque chose que Jacques a dit, qui était de... Moi, je trouve qu'on est prompt à dire, à reconnaître chez l'autre ce qui ne va pas pour nous, OK? Alors, je suis souvent en train de dire à l'autre, c'est à cause de toi, c'est à cause que tu fais telle chose que ça ne marche pas. Alors, bien sûr, je peux rentrer dans les demandes, je peux rentrer dans tout ça. Mais je trouve aussi qu'on n'est pas très habile à dire à l'autre quand tu es comme ça. Je trouve ça extrêmement satisfaisant. C'est-à-dire quand je souligne aussi sa ressource, quand je souligne aussi les côtés de lui qui sont pour moi stimulants et même provoquants de la vie, quand je vois l'autre vivant et qui stimule ma propre vivance ou qui stimule en moi de dire « c'est vrai, je pourrais le rejoindre là-dedans aussi ». Alors je me rends compte des fois comment souligner le bon aspect, la ressource, comment c'est porteur et que ça ouvre l'autre aussi à sa créativité, à nous en donner plus d'une certaine façon de ça, ou à l'offrir plus à la vie, peu importe que ce soit à soi, dans le fond. Mais en tout cas, moi, c'est une des règles aussi, je trouvais, d'hygiène de la communication, de souligner les côtés favorisants qu'on trouve chez l'autre. Et aussi, quand l'autre est dans sa passion, quand l'autre est dans sa partie vivante, de dire « Wow, quand tu es comme ça, les yeux brillent, quand tu parles de ça, c'est extraordinaire d'être avec toi. » Alors, j'ai l'impression que moi, en faisant du ménage de mon côté, j'ai laissé de place à bien de l'amour, puis à un sentiment de bien-être. Ça l'irradie partout dans la famille. J'ai le droit à des fleurs de mon conjoint, une espèce de renouveau amoureux. J'ai travaillé sur moi, mais ça a fait effet. Toute relation est nourrie par 2 sortes de messages. Message gratifiant, bienveillant, stimulant, message cadeau ou message toxique, message polluant, message disqualifiant. La question va être, si dans une relation il y a trop de messages toxiques, elle va se stériliser, quel que soit l'amour que nous avons. Donc, stimuler les messages gratifiants, positifs, inviter, et puis restituer les messages toxiques.
Je ne suis pas responsable de ce qui me vient de l'autre, mais je suis responsable de ce que j'en fais. Voilà, j'aimerais ça que ce soit notre mot de la fin. Je ne suis responsable que de mon bout. Je ne suis pas responsable de ce qui me vient de l'autre, mais je suis responsable de ce que j'en fais. Il me reste à vous remercier infiniment. Et je voudrais remercier Jacques pour sa générosité. Et je suis très content. Je voudrais vraiment te remercier du fond du cœur. Merci à vous. Merci beaucoup. Comme vous le voyez, il y a des solutions à nos problèmes de communication dans le couple, même si ces solutions demandent un peu de pratique. En fait, chaque obstacle nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Bonne chance, oui. Merci. Bonne route. Merci beaucoup.